Thank you. Merci beaucoup. Et en anglais, on a un terme, we save the best for last. Donc, j'espère que ce sera vraiment la meilleure de tous les panels que vous avez suivis jusqu'à nos jours. Je remercie Monsieur le ministre, Dr. Sylla, pour l'invitation qu'il m'a accordée pour participer avec vous et ce panel auguste qui a beaucoup milité pendant quelques mois pour arriver à avoir des échanges sur ce thème. Et on sait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de temps, mais on voudrait aller directement sur l'État. J'invite Monsieur Dr. Ananda Govindasamy à faire la présentation qui va inspirer nos échanges cet après-midi. Docteur. Excellences, Monsieur le modérateur, Mesdames, Messieurs, je vais essayer de vous présenter rapidement le programme de réforme qui est en cours de développement et de mise en œuvre pour le secteur de l'électricité en Guinée. Alors tout d'abord, il faut bien noter qu'on ne fait pas des réformes pour le plaisir de faire des réformes. Ce que veulent les investisseurs, c'est un cadre stable. Chaque réforme, c'est un nouveau risque pour eux. Donc si on fait des réformes, c'est parce qu'on veut répondre à des problèmes pressants auxquels le secteur est confronté. Et ces problèmes, pour ne pas être trop long, je les mettrai au nombre de 3. Il y a d'une part le fait qui a été souligné par son Excellence le ministre du Budget, que le secteur de l'électricité, actuellement, pèse à hauteur de 100 à 200 millions de dollars par an sur le budget de l'État. Ça représente grosso modo 2% du produit national brut. Donc c'est énorme et à terme c'est insoutenable. Ça appelle à des remèdes énergiques. Le deuxième problème, le deuxième défi, c'est que comme vous l'avez vu dans la présentation précédente, il faut lever 3 milliards de dollars de financement privé. Et pour lever 3 milliards de dollars de financement privé, le cadre actuel du secteur de l'électricité n'est pas suffisamment incitatif parce qu'on a affaire à une société d'électricité qui pratiquement est en déroute financière. Et la troisième raison qui appelle des réformes, c'est que, comme cela a été signalé, le taux d'accès est de 18% ou 30% selon d'autres calculs, mais que ce soit l'un ou l'autre, ça n'est pas suffisant. Donc il faut faire quelque chose. Donc on a été amené à proposer 3 axes de réforme. Le premier axe, c'est le redressement de la performance de EDG dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'élimination des subventions d'État à un horizon raisonnable, c'est-à-dire rendre le secteur attractif pour les investisseurs privés. Ça veut dire que quand je signe un contrat avec EDG, je pense que je vais être payé, et non pas que la société est en crise financière, ça va mettre très longtemps, on dit 90 jours, mais ça peut être beaucoup plus pour être payé. Et puis, la qualité de service. Parce que tous ces investissements massifs, finalement, comme quelqu'un l'a signalé tout à l'heure, il faut que ça se concrétise au niveau du consommateur par une amélioration de la qualité de service. Le deuxième axe, c'est la planification. La planification a été un problème en Guinée depuis très longtemps. La Guinée, tout le monde l'a dit et répété, a un gros potentiel hydraulique, il a également un gros potentiel solaire, mais ce qu'on a observé dans le passé, c'est que tous ces projets qui étaient parfaitement connus ne se matérialisaient pas. On a accumulé retard sur retard, on savait ce qu'il faut faire, mais on n'arrivait pas à le faire. Ce qui fait qu'en fin de compte, on était amené à développer des centrales thermiques extrêmement chères, qui peuvent coûter 30 à 35 centimes du kilowattheure, alors qu'on a des tarifs dont la moyenne est inférieure à 10 centimes. Donc ce n'est pas une très bonne affaire de développer des capacités qui produisent à 34 centimes, alors qu'on vend à 10 centimes. Et ça, c'était un problème de planification, parce que le plan n'était pas exécuté. L'autre défi, c'est les énergies renouvelables, essentiellement le solaire, parce que l'hydro, ça on connaît bien.
C'est quelque chose de nouveau et dans l'organisation du secteur, jusqu'à présent, il n'y a pas de place pour les énergies renouvelables. Donc il faut modifier le cadre institutionnel pour les accueillir. Le troisième axe, c'est les 100% d'accès en 2035. Ça, mes collègues en ont parlé, c'est la mise en œuvre du off-grid et la mise en œuvre du prospectus et la mobilisation des financements dont on a besoin. Le redressement de EDG, qui est le premier point. Alors, le redressement de EDG, l'objectif, c'est de rendre le secteur financièrement viable à un horizon qui pourrait être de l'ordre de 2022 ou 2023. On a fait nombre de simulations avec le ministère et avec EDG et on est arrivé à la conclusion que ça serait extrêmement difficile d'éliminer totalement les subventions avant 5 ans. Mais au moins, on a des perspectives positives. On va vers une aube nouvelle pour le secteur, alors que dans le passé, depuis 10 ou 15 ans, le secteur était abonné aux subventions. Donc maintenant, on sait à peu près où on va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, recapitaliser EDG. On n'a pas parlé de cette question, mais n'oubliez pas que EDG a un bilan qui n'est pas bancable. EDG a des capitaux propres qui sont extrêmement négatifs du fait des pertes qui ont été accumulées antérieurement, et ils ont des créances à court terme de leurs fournisseurs qui, d'après les comptes que j'ai vus en 2016, représentaient 4 ans et demi de chiffre d'affaires. Donc ça n'est pas jouable vis-à-vis d'un banquier, ça ne passe pas la barre. Donc il faut restructurer le bilan d'EDG et avoir une entreprise qui va repartir avec un bilan propre et qui sera un acheteur crédible pour les IPP. Pour arriver à ça, comme on veut faire de la place pour les IPP, il faut mettre une séparation comptable des différentes fonctions de production, de transport et de distribution, au moins du point de vue comptable. Il a été posé tout à l'heure une question en disant mais est-ce qu'on veut faire une séparation complète des différentes fonctions de EDG? Alors c'est une question qui est assez délicate, qui demande beaucoup de réflexion. Ce que je peux dire sur la base de mon expérience, c'est que ce système est petit. On n'a pas affaire à un système de la taille de la Russie, de l'Inde ou de la Chine. On a affaire à un système qui compte à peu près 300 000 clients, officiels plus non officiels. Ce n'est pas beaucoup. La concurrence au niveau de la distribution, vous savez comme moi que ça n'est pas possible puisque c'est un monopole naturel. Tout ce qu'on peut faire, c'est régionaliser. Est-ce que ça en vaut la peine en Guinée? Il faudra réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas du tout évident. Peut-être qu'un système de cette taille-là, au moins pour les années à venir, devrait rester intégré, mais avec séparation comptable. Là, le problème du tarif. Alors là-dessus, je crois qu'il faut être très clair, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est très bien d'avoir un contrat de gestion, c'est très bien de faire des choses qui vont améliorer la collecte des factures, qui vont réduire les pertes techniques, mais tous les calculs démontrent à l'évidence que ça ne sera pas suffisant. C'est bien, mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se bercer d'illusions. Il faudra obligatoirement qu'il y ait des révisions tarifaires significatives, mais socialement acceptables. Mais quand on parle de révision tarifaire, il faut aussi voir l'intérêt des industriels. On ne veut pas les chasser, au contraire. On veut qu'ils deviennent de plus en plus clients, et en particulier les miniers. On veut un système tarifaire qui fasse que EDG puisse facilement vendre son énergie aux miniers parce que c'est son segment de clientèle le plus rentable. Et c'est ça qui permettra éventuellement des subventions croisées vers les ménages qui, eux, ont une capacité à payer beaucoup plus faible. Donc ce qui est clair, et ça je pense que tous les calculs le démontrent, il sera indispensable d'ajuster les tarifs. Et penser que le contrat de gestion et le fameux plan de remise à niveau de EDG seront suffisants est une illusion. Est une illusion qui est grave parce qu'on n'y arrivera jamais. On progressera, mais on continuera à avoir un trou de 100 ou 200 millions de dollars dans la caisse. La pose des compteurs après paiement, bien sûr, c'est aussi une action qui va contribuer à améliorer les finances.
Donc les résultats, c'est la situation financière est restaurée à l'horizon 2022-2023. Les contrats d'achat des IPP ne sont plus conclus par l'État, mais par EDG sur la force de son propre bilan. Donc les garanties qui sont exigées du gouvernement seront moindres, parce que tout ça figure dans le bilan et vis-à-vis du Fonds monétaire et autres, ça fait problème. Et tous les consommateurs paient l'électricité au tarif qui leur a été accordé. L'organisation du secteur, c'est avoir une planification efficace, c'est-à-dire pour que le programme d'accès qui vous a été présenté tout à l'heure soit réalisé, il faut une direction de la planification et du développement dans le ministère de l'énergie et de l'hydraulique, qui soit un département fort. À présent, il n'est pas encore assez musclé pour tenir ce rôle en face d'un programme qui fait 644 millions de dollars en accès, plus 3 milliards au niveau des IPP. C'est un programme colossal et ce n'est pas les quelques personnes qui sont actuellement dans le ministère, malgré leurs compétences et leur conscience professionnelle, qui pourront traiter de ce programme. L'autre point important, c'est que dans le passé, on a fait un plan, mais on n'avait pas les ressources pour faire les études préparatoires. On était obligé de faire financer ça par les bailleurs, et ce qui se produit, c'est que ça se faisait un peu au hasard. D'abord, ça mettait très longtemps, parce que trouver de l'argent auprès des bailleurs, il faut 1 an pour trouver l'argent, ensuite il faut 1 an pour sélectionner le consultant, ensuite il faut 2 ans pour faire l'étude. Donc on en a déjà pour 4 ans. Donc il faut trouver un système qui soit plus rapide. Et ce que l'on propose, c'est de profiter du fait que l'État va disposer de ressources assez importantes pour créer un fonds de préparation des projets. C'est-à-dire que l'État, le ministère, préfinance les études sur ses ressources propres. Lorsque le secteur privé arrive et reprend le projet, il rembourse le coût des études et on les réinvestit. De cette façon, on diminue la dépendance vis-à-vis des organismes internationaux. Et ça leur permet de mettre leurs ressources ailleurs. Donc, ce que l'on espère de ça, il y a aussi un autre point que je voudrais signaler, c'est que jusqu'à présent, on a planifié l'électricité et l'eau complètement séparément. Or, dans un système comme le système de la Guinée, où il y a énormément d'hydraulique, le processus naturel, c'est d'aller vers une planification intégrée des ressources, c'est-à-dire de planifier en même temps l'eau et l'énergie. D'ailleurs, un certain nombre de barrages sont multi-usages. Donc de systématiser cette approche et de renforcer par conséquent la direction de l'hydraulique pour qu'elle prenne un poids plus grand dans le processus. Dans l'axe 2, ce que l'on voudrait arriver à faire, c'est d'avoir des systèmes de sélection des investisseurs qui soient efficaces et qui soient rapides. Ça veut dire, dans un certain nombre de cas, des appels d'offres, mais peut-être pas uniquement. Par exemple, quand on a affaire à des petits projets, les mini-grids ou des choses comme ça, on ne peut pas avoir d'appel d'offres. Il faut avoir d'autres procédures. Donc il faut avoir la règle, c'est l'appel d'offres, et il faut pouvoir avoir des circonstances exceptionnelles pour avoir un peu plus de souplesse. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir trop de candidatures spontanées sur des gros projets. Pourquoi ? Parce que si on commence à faire ce que les Américains appellent du cherry picking, à savoir que les gens prennent les meilleurs projets pour les adosser à leurs projets miniers ou autres, ça va laisser quoi pour les consommateurs guinéens? Les projets les plus coûteux. Et ça, évidemment, ça a des conséquences pour l'équilibre financier de DG. Donc il faut qu'il y ait une bonne planification de la sélection et de la mise en concurrence des projets futurs. Les garanties, on en a beaucoup parlé, pour l'instant, elles sont négociées de façon ad hoc. Chaque projet a son propre package de garanties. C'est une procédure qui n'est pas efficace, ça met beaucoup de temps, on risque d'y perdre. Il faut qu'il y ait une politique en matière de garantie et que l'on sache qu'en Guinée, voilà le type de garantie que l'on peut escompter. Et ce n'est pas la peine de demander plus, parce que de toute façon, ça sera refusé. Et d'autres investisseurs dans le passé ont accepté ce package, donc ça s'appliquera aussi dans le futur aux investisseurs.
Et ça, c'est très important parce que mettre au point un package de garantie, c'est très long et c'est très coûteux. Bon, le régulateur, bien sûr, le régulateur indépendant, il y a des programmes importants de soutien et on va les accélérer et renforcer ce régulateur. Donc on devrait avoir un cadre de sélection des investisseurs qui soit stable et efficace, et on devrait avoir ce que beaucoup de gens ont appelé ces jours-ci un climat des affaires favorable, c'est-à-dire transparent, et qui ménage les intérêts et des investisseurs, et du gouvernement, et des consommateurs. Dernier point, c'est la mise en œuvre du prospectus. Mes collègues de Castalia l'ont traité, donc ça va aller très vite. Comité de pilotage pour le programme, c'est-à-dire l'idée, c'est que au lieu d'avoir pour chaque bailleur une unité de réalisation du projet, on va avoir une seule unité qui va faire l'ensemble du programme et qui travaillera pour chacun des bailleurs en fonction des priorités et des procédures de chacun. Donc il faudra avoir un comité de pilotage qui va suivre et coordonner les financements et l'exécution des projets de tous les bailleurs au travers d'une seule autorité de coordination. Et puis, il faut un secrétariat au MEH parce qu'il faut mobiliser les ressources. Et au lieu de le faire au coup par coup, projet par projet, en fonction des priorités des bailleurs, il faut que ces priorités soient articulées par la Guinée et par le ministère. Qu'on ait un plan sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, tel que le fameux prospectus, et que chacun s'accorde pour dire « je vais jouer ma partition dans cet orchestre » et non pas jouer solo de mon côté. À EDG, il faudra une cellule d'exécution du projet beaucoup plus puissante que ce qu'on a maintenant, qui irait jusqu'à faire de la formation pour les entreprises guinéennes, parce que quand on parle du nombre de branchements qu'on a vu, ce n'est pas les entreprises actuelles qui sont en mesure de le faire. Elles auront besoin d'être soutenues, peut-être comme ça a été fait dans le cadre du PERD, d'avoir des habilitations techniques en disant telle entreprise est habilitée à exécuter des travaux de branchement ou ne l'est pas. Donc ça devrait être fait au niveau de EDG. Et puis l'opérationnalisation de la GER. Mon collègue vous a dit que le off-grid ne serait pas dominant, mais il a quand même un rôle important à jouer. Et ça, c'est la GER qui va le faire. L'institution existe, elle a quand même une grande expérience du temps où elle s'appelait BERD, et cette expérience n'a pas été perdue. Donc on va de nouveau la mettre en valeur, ce qui va nous permettre d'aller plus vite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Dr. Govindasamy. Pour aller directement au point, on a suscité certaines questions. Le but de ce panel, c'est surtout de vous donner un peu le sens de l'environnement pour l'investissement. Et vous auriez entendu beaucoup parler de EDG. Et j'adresse une première question à M. Patrice Foyadosa. Quels sont les principaux enjeux du redressement de l'EDG? Bien. Tout d'abord, merci aux autorités guinéennes de nous avoir donné l'opportunité de porter témoignage de ce que nous avons fait depuis 2 ans, dans le cadre d'un contrat de 4 ans, ce qui est un contrat très bref, face aux enjeux que je vais essayer de synthétiser rapidement. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. EDG, c'était une société sur le papier il y a 2-3 ans, parce qu'en réalité, on ne savait même pas combien il y avait de salariés, il n'y avait plus de comptes audités, on ne connaissait pas les moyens de production. La société elle-même était devenue dans un état si critique que les bailleurs de fonds et les plus hautes autorités, le chef de l'État, ont décidé de s'adjoindre des professionnels pour essayer de redresser cette société et essayer de lui redonner du corps. Vous voyez, on part d'assez loin par rapport à tout ce qu'on a vu encore jusqu'à présent, qui essaye d'embrasser une vision à 2030 ou à 2035. Moi, je vous parle de ce que nous faisons depuis 2 ans, ce qui nous reste à faire encore pendant 2 ans, et la vision dans laquelle, évidemment, ça s'inscrit. Alors, tout ça a été possible, c'est possible parce que il y a cette coordination, et je vous avouerai qu'en tant que président des activités africaines de Veolia, c'est le seul pays que je connaisse en Afrique, aujourd'hui subsaharienne, qui ait effectivement développé cette volonté. Le chef de l'État, qui a mis en ordre, je dirais, ses institutions
et ses ministères et les bailleurs de fonds qui conjuguent effectivement une vraie volonté pérenne dans le temps avec un programme et le choix par appel d'offres d'un assistant qui va les aider à mettre tout ça en œuvre. Alors, les enjeux du redressement sont d'abord évidemment sur le plan technique. Sur le plan technique, il y avait des choses qui avaient déjà été faites, qui avaient démarré en matière de production, mais qui sont très loin aujourd'hui de satisfaire. Alors, ça a été dit d'une certaine manière. On a parlé d'un taux de raccordement à 18%, 30%. Bon. La réalité du terrain est très différente. Elle est effectivement aujourd'hui à peu près assurée sur Conakry, mais elle n'est pas du tout assurée sur les centres de province et encore moins dans le rural. Donc il y a une espèce de grande différence aujourd'hui sur ce qu'on est capable de faire en ville et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans le milieu rural ou dans le milieu périurbain. Donc le premier enjeu technique, c'est de renforcer les moyens de production, en particulier vers l'intérieur du pays. Le deuxième, je dirais, le deuxième axe technique, ça va être de sécuriser et de remettre à niveau les réseaux de transport et de distribution, qui sont dans un état absolument déplorable, parce que tout simplement, ils n'ont pas été entretenus dans le temps. Donc ça, c'est une chose qui est un peu le fruit de l'histoire, mais qu'aujourd'hui, l'État guinéen a décidé de remettre à niveau, avec l'appui des bailleurs de fonds et des programmes très importants de financement. Deuxième grand chapitre, grand enjeu, c'est le commercial, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le plan commercial. C'est très simple. Hein. J'ai dit qu'il y avait effectivement une méconnaissance du nombre de salariés, une méconnaissance des moyens de production. Ben écoutez, on ne sait même pas quelle est la vraie base de clients. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas aujourd'hui, on le sait maintenant, on a commencé effectivement à le faire, quels sont les véritables usagers du service. Certains, j'ai entendu des chiffres tout à l'heure, 350 000 clients. Nous en avons recensé nous-mêmes 250 000 à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et en plus avec une répartition 80-20 assez forte, c'est-à-dire 80% de très gros compteurs et 20% d'individuels. Donc vous voyez, c'est en plus très inversé par rapport au souci social que peut avoir un pays de desservir l'ensemble de sa population. Donc il y a d'abord, pour être très simple, écoutez, un recensement de la base clientèle. Et ça, aujourd'hui, ça a démarré. On va recenser, j'allais dire quartier par quartier, maison par maison, province par province, la réalité de notre base client. Deuxième chose, c'est la pose des compteurs. Il y a beaucoup de systèmes de paiement aujourd'hui sur EDG qui sont des paiements au forfait. Et donc, en fait, que vous consommiez X ou Y, finalement, vous n'avez qu'un forfait quand vous payez. Et aujourd'hui, donc, je crois que c'était d'ailleurs une vraie volonté du président lui-même, du président de la République, c'était débrouillez-vous, monsieur Fondadosa, il faut qu'on démarre la pose des compteurs. Et qu'on démarre la pose des compteurs après paiement, de manière à ne pas exposer la difficulté du recouvrement, qui est une difficulté normale quand vous venez chez quelqu'un et que vous venez mettre un compteur pour la première fois. Donc on a démarré, je vous parlerai un petit peu des résultats tout à l'heure, mais ce sont des résultats qui sont extrêmement encourageants, même si je considère que c'est encore, et d'ailleurs on en évidemment discute beaucoup avec les bailleurs de fonds et la cellule d'appui, il y a encore beaucoup de progrès à faire. En parallèle de tout ça, il y a évidemment des nouveaux services à la clientèle qui ont été mis en place. La création d'un centre client, des véritables équipes qui sont mobilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en matière de dépannage, la mise en place d'un vrai système de gestion commerciale. Voilà, je vais essayer d'être bref. Les deux éléments importants donc, en enjeu, ce sont le plan technique et le plan commercial, avec un filigrane transverse, c'est rendre l'entreprise, alors ça a été dit tout à l'heure et ça a été dit d'une manière que j'ai trouvée extrêmement habile, cher monsieur, ça a été dit une entreprise stable. C'est effectivement une entreprise stable aujourd'hui en termes d'objectifs à 4 ans. Mais il est tout à fait certain, ça a été rappelé d'ailleurs à plusieurs reprises déjà, qu'on ne peut pas dire que l'entreprise dans 2 ans sera viable. Aujourd'hui, le seul pari sur lequel EDG peut s'engager, c'est à terme de faire diminuer le montant des subventions. On pourra rentrer un petit peu plus dans la mécanique du pourquoi, mais la réalité aujourd'hui, c'est de rendre l'entreprise présentable, stable, et ensuite travailler effectivement sur le beaucoup plus long terme sur sa viabilité et la diminution de l'exposition qu'elle provoque sur le budget de l'État guinéen. Merci beaucoup, M. Fondadosa. Monsieur Yula, je voudrais vous adresser une question qui concerne le sujet qui est très intéressant pour l'audience aujourd'hui. Depuis hier, on a entendu le passage de la loi PPP. Le docteur Silla et vous ont beaucoup milité avec les partenaires, le AFT et Power Africa et l'Union européenne. Pour ce qui est de cette loi PPP, on a entendu un peu du ministre
de finances aujourd'hui qui a expliqué un peu. Mais comment est-ce que la cellule PPP et l'autorité de régulation dont vous êtes directeur général soutiendront ensemble les investissements privés? Je vous remercie, Dr Ellis. Dans les communications précédentes, il a été question d'ouverture, n'est-ce pas, de notre pays, de facilitation dans le domaine des démarches. La loi PPP, en ce qui concerne le département de l'énergie et de l'hydraulique, va dans ce sens. Il y a eu la création de la cellule PPP. En fait, cette cellule, c'est le portail d'entrée des investisseurs privés dans le secteur de l'énergie. Nous leur porterons assistance, la cellule PPP leur portera assistance, sera leur bras accompagnateur en ce qui concerne toutes les démarches administratives vers les autres départements, vers les autres secteurs par lesquels ils devront passer jusqu'à la conclusion de leur contrat. Ça, c'est la facilitation que créera la cellule PPP. Ils discuteront en même temps avec les investisseurs privés des contrats d'achat d'énergie. Cela est bien entendu l'une des fonctions de la régulation. Donc la régulation sera là pour supporter les actions de la cellule PPP en les accompagnant dans la procédure, en les assistant dans les négociations, n'est-ce pas, pour les coûts du contrat d'achat d'énergie. Et bien entendu, la régulation rassurera parallèlement et le gouvernement en ce qui concerne la viabilité des concessions et de toutes les autres autorisations, n'est-ce pas, que l'État sera amené à accorder, tout en assurant la protection des consommateurs du service public. Donc les deux structures auront un parcours au début ensemble. La cellule PPP accompagnera jusqu'à la conclusion de leur contrat et la régulation sera là pour les négociations avec la cellule PPP, les contrats d'achat d'énergie, pour qu'au terme, elle puisse définir, via le modèle physico-financier en cours de construction, proposer à l'État des tarifs réels et attractifs pour permettre aux investisseurs de s'installer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Faber, je voudrais vous adresser. Le ministre d'énergie et d'hydraulique a pu gagner le coup en vous piquant de ministre de l'Agriculture, qui est bien pour le PNDS parce qu'il y a le mariage de agriculture et énergie pour assurer la transformation sur le secteur. Mais vous avez une charge très lourde avec le projet de redressement du secteur de l'énergie. Quels sont les objectifs principaux de ce projet, s'il vous plaît? Oui, avant de vous répondre directement, il faut peut-être faire un peu l'historique de cette réforme. Le gouvernement étant conscient de l'ampleur des enjeux de développement du secteur, a initié en 2011 un diagnostic qui a été réalisé par une grande société d'autorité internationale. Et ce diagnostic devait justement établir tous les paramètres sur lesquels on pouvait agir pour apporter un développement du secteur. Et la première des choses était de redéfinir le rôle du ministère de l'Énergie. Et vous avez vu les résultats que ça a donné quand on a initié les réformes. Directement, on a pu réaliser Caleta, sous l'inspiration de notre ministre, qui est qui est brillamment inspiré aussi par le président de la République. Il y a eu un plan de redressement du secteur qui a été élaboré, composé d'une vingtaine de projets prioritaires de grande envergure, qui, disons, appelaient tous les bailleurs de fonds traditionnels du secteur à travailler avec le secteur, ce qui a été fait, qui a été initié brillamment. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a une coordination des bailleurs de fonds dans ce secteur. C'est le point le plus important à ce niveau.
Avant, tous les bailleurs de fonds intervenaient en rang dispersé. On ne savait pas ce que la BAD faisait, ce que la BID faisait, ce que les choses. Alors, il y a maintenant un groupe thématique qui se réunit une fois par mois, qui réunit tous les investisseurs traditionnels. Et ils définissent une politique, les orientations, ils s'entendent sur les différents paramètres sur lesquels il faut agir pour faire avancer le secteur. Ça a apporté vraiment du sang neuf au secteur. Et à l'intérieur justement de ce plan de redressement, c'est là où EDG justement intervient aussi en premier plan étant une entreprise d'État qui est aujourd'hui le véritable exemple de partenariat public-privé. Je regarde monsieur le ministre qui est chargé de ce secteur. Et vous avez une firme privée qui intervient, qui est logée dans une entreprise d'État, mais qui est gérée scrupuleusement selon les règles et principes du secteur privé sans vraiment ingérence de l'État. C'est un véritable partenariat pour nous. Vous voyez le résultat que ça a donné. À ce niveau, la Banque mondiale avait 50 millions de dollars à mettre dedans. Il fallait nécessairement restructurer justement EDG. Il y a eu cette restructuration juridique et technique dans laquelle il y a un administrateur qui est logé là, qui jouit du plein pouvoir du conseil d'administration. Et nous avons fait la revue mi-parcours justement de ce contrat qui a été audité par un grand cabinet international qui a décliné un peu les premiers résultats pour dire que c'est vrai qu'il y a eu des retards dans la mise en œuvre de certaines actions prioritaires, mais dans l'ensemble, ça se déroule normalement. Et que si toutes les parties jouaient leur partition, à terme, disons, on pourra aboutir à des résultats éloquents qui pourraient servir d'exemple de redressement dans un secteur qui était au départ en très grande difficulté. Merci. Bon, merci. Maintenant, c'est à vous. Vous avez le panel et on sait qu'il y a pas mal de questions. On prendra 2 questions ici et 2 questions ici pour avoir accès à l'expertise de l'audience. Vous voulez ajouter quelque chose, docteur? Oui, je crois qu'une question qui a été posée, c'est de savoir si le contrat de gestion est suffisant et quel impact on peut en attendre à un horizon de 4 ou 5 ans. Actuellement, à EDG, les recettes perçues couvrent un tiers des dépenses d'exploitation, sans compter les amortissements. Et si on suppose que le contrat de gestion réussit à réduire les pertes, comme le directeur de DG l'a expliqué, on va réduire le gap. Mais en même temps, on va brancher 1 500 000 ménages à des tarifs qui sont très inférieurs aux coûts de fourniture. Donc en même temps, on va creuser le trou financier. Et il faut trouver un équilibre entre les deux. Et c'est une illusion de penser que le contrat de gestion va résoudre ce dilemme. Ce qui va résoudre ce dilemme, c'est un ajustement mesuré et raisonnable des tarifs et une politique commerciale qui est axée vers fournir l'électricité aux miniers en priorité. Parce que c'est ça qui nous permettra de financer l'accès à l'électricité. Okay, bon, merci. Alors, ça vous donne un peu l'occasion, M. Fonellosa, de nous expliquer un peu des premiers résultats que vous avez reconnus. Écoutez, je voudrais me permettre de rebondir sur ce qui a été dit tout récemment, enfin il y a quelques secondes encore. Il y a effectivement à mi-parcours un audit qui a été réalisé par un cabinet international et qui a délivré un certain nombre de résultats. Je vais me permettre de vous les donner parce qu'on a aussi des vraies raisons de se réjouir que ce démarrage n'ait pas été une catastrophe. Et bien au contraire. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres parce que je voudrais les partager réellement avec vous, mais j'adhère totalement à ce qu'a dit mon voisin de droite. N'ayons pas plus d'illusions que cela sur le long terme s'il n'y a pas une vraie volonté de regarder la question des tarifs et du panier tarifaire en particulier. Parce qu'effectivement, le nombre de clients va aller beaucoup plus vite que l'amélioration du mode de fonctionnement de la société. Néanmoins, les indicateurs sur le plan commercial, je voulais vous donner quand même quelques idées. Trois petites têtes de chapitre. Les ventes ont été augmentées de 40%, les encaissements de 57%.
Le recouvrement est passé de 60 à 87%. On a posé 90 000 compteurs cette année, on en posait 21 000 en 2016. Sur le plan technique, le temps des coupures, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un peu le métier, le temps d'interruption normé, le TIN, a baissé de 40%. La hausse de la production, elle, bon, celle-là, elle était déjà effectivement très démarrée avant la mise, je dirais, en œuvre de ce plan de redressement au travers du contrat de 4 ans, mais néanmoins, la hausse de production, c'est 44%. Et la puissance en pointe, 36%. Enfin, le nombre d'heures de formation par employé a doublé. Voilà, donc on a des vraies raisons aujourd'hui de dire et d'affirmer, et je pense que ça, effectivement, aujourd'hui, c'est totalement transparent. D'ailleurs, je vous engage à prendre ceci quand vous sortirez. Vous avez effectivement un petit rapport qui vous donne les éléments de la performance d'électricité de Guinée depuis maintenant 2 ans et les pistes d'amélioration. Mais je voulais simplement partager avec vous, la vision peut être effectivement extrêmement risquée, elle nous appartient à nous tous. Le démarrage, en tout cas, peut être considéré comme réussi. Très bien, merci. Donc, à l'audience, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Bonjour, Manuel Tricard, je suis le délégué Afrique d'Andritz Hydro. La Banque européenne d'investissement va financer la réhabilitation des centrales de Garafiri et du Samou, Banéa et Grande Chute. La plupart des groupes de ces centrales hydroélectriques sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Je voulais savoir comment vous voyez, quand ces centrales seront remises sur le réseau, comment vous voyez l'amélioration de la performance d'EDG avec une énergie hydroélectrique, bien évidemment, à bas coût. Merci. Suivant. Oui, je voudrais dire un mot de la bancabilité d'EDG. J'ai écouté ce qu'a dit monsieur sur la loi PPP. C'est très compliqué de fonder un développement de PPP sur une société qui n'est pas bancable. Vous allez avoir de grosses difficultés parce que les opérateurs de PPA vont dire « mais moi je vais prendre un engagement sur 20 ans, est-ce que je serais sûr que ce serait ça là ?» Alors une des pistes qui est utilisée dans d'autres pays africains qui sont dans la même situation que vous, c'est de créer une agence en fait, des énergies renouvelables, par exemple, ce qui a été fait dans un pays que vous connaissez très bien, qui est le Maroc, où il y avait une agence des énergies solaires qui a d'ailleurs récupéré récemment tout le renouvelable. Et cette agence, elle a été créée bancable. Et l'opérateur historique vend, il y a des échanges, il y a des contrats d'achat entre l'opérateur historique et la nouvelle agence. Et les bailleurs de fonds internationaux interviennent pour modifier le prix entre les deux opérateurs, ce qui règle les problèmes de prix pendant un certain temps. Au Maroc, c'est comme ça qu'ils ont fait pour financer de manière saine la centrale Ouarzazate. C'est une des pistes que, à mon avis, je me permets de vous suggérer de regarder, parce qu'elle va vous résoudre à la fois le problème de manquabilité et le problème d'unicité de prix d'acheteur. S'il y a un unique prix, c'est très compliqué à gérer, je pense, dans votre situation. Merci de votre... OK, merci. Il y a une autre question? Bon, on prend ces deux. Docteur Kovendesamy, vous pouvez prendre la question de PPP en tant qu'expert de PPP. Oui, je ne peux que souscrire au commentaire qui a été fait par M. Bédoucha. Faire des PPP, ça suppose d'avoir un acheteur bancable. Dans le cas d'EDG, il est clair qu'on sera obligé de nettoyer le bilan d'EDG avant d'envisager de signer des accords d'achat de projets. Et je crois d'ailleurs qu'il y a des travaux en cours en la matière. Donc il va falloir démarrer avec un nouvel EDG qui n'aura plus ce bilan totalement non bancable, qui aura des tarifs qui correspondent à peu près à l'équilibre financier, avec peut-être une légère subvention, mais on ne sera pas dans la situation actuelle où la perte d'EDG fait 2 fois ses revenus. Si on regarde le compte d'exploitation, la perte en bas du compte d'exploitation, c'est 2 fois les recettes d'EDG. Donc ça, il faut que ça cesse. Sans ça, on ne pourra jamais faire de PPP. Donc là-dessus, une solution telle que la solution marocaine, ou de faire une société séparée où on parquera toutes les mauvaises créances, semble indispensable. Et M. Fonarosa, pouvez-vous contribuer quelque chose sur ce point, ainsi que l'aspect de Garafiri? Le premier pas qui a été fait, c'est que vous avez des comptes certifiés chez EDG maintenant, même si effectivement ils sont bien négatifs, on est bien d'accord.
Mais en tout cas, vous avez des comptes qui aujourd'hui sont devenus certifiés transparents par des grands commissaires aux comptes. C'est la première marche de l'escalier. Évidemment, il est haut cet escalier. Et il se terminera par, inévitablement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, par une recapitalisation de la société, sans doute pas tout de suite, mais certainement d'ici quelques années. Je ne suis pas forcément certain, si je puis me permettre d'avoir un simple petit doute, que la multiplication des agences soit forcément une bonne idée. Le fait de briser un secteur en plusieurs morceaux crée forcément la gestion des interfaces, qui est très coûteuse, qui est très problématique, qui est, dans la plupart des pays d'ailleurs, l'objet en général plutôt de nouvelles organisations, nouveaux postes, nouvelles sources de coûts. Et donc, je pense que d'avoir un secteur qui est beaucoup plus unitaire avec une société saine, sur lequel on peut vraiment s'adosser, ça vaut effectivement le coup de s'y pencher, ce que font d'ailleurs les bailleurs de fonds. En revanche, ce qu'on peut imaginer sans doute, d'autres pays l'ont fait et ça marche extrêmement bien, c'est d'avoir une société de patrimoine, une société qui détient des assets, donc vraiment tous les actifs qui ont été construits et qui sont donc dans une société détenue par l'État, qui peut se permettre d'aller chercher des taux très préférentiels auprès des bailleurs de fonds, et vous avez à côté une société qui est responsable de son exploitation. Ouais. Ça, c'est une variante, mais à mon avis, on n'en est pas encore là. Et Dr Faber, il y a l'aspect de passage de loi, mais aussi il y a la promulgation. Et ça fait un bon bout de temps depuis que la loi était au cabinet, le ministre et son équipe, et nous, comme partenaires des bailleurs de fonds, on a bien discuté la possibilité et le travail qui reste pour la promulgation de cette loi. Comment est-ce que vous envisagez les commentaires qui étaient faits ici là, par les différents intervenants et la promulgation de la loi PPP à travers vos travaux dans le projet de redressement? Oui, disons que la loi sur les PPP est une grande avancée. Et ça crée des ouvertures. Parce que à travers justement cette institution, toutes les barrières qui entravaient, disons, l'évolution des nouveaux partenaires, des nouvelles entreprises est levée. La chose est réglée dès le départ, etc. etc. Et les différentes actions qui sont engagées vont renforcer un peu toute cette politique qui est mise en place. Il faut parler, c'est le lieu de parler des autres actions qui accompagnent justement ce projet de redressement. Il y a la mise en place d'une politique de lutte contre la fraude, qui est très ambitieuse, qui est en train d'être menée, qui à terme, dans 4 mois, à court terme, sera réglée. Et donc ce qui va concourir à améliorer les résultats de l'entreprise et à pénaliser un peu la fraude pour améliorer la gestion du secteur. Le modèle physico-financier nous permettra justement d'identifier un tarif d'équilibre pour pouvoir réguler l'intervention de l'État, ou sinon même faire sortir l'État justement de la structure des prix du kilowattheure. Il y a la restructuration financière qui est engagée justement par ma structure qui va déterminer le patrimoine exact de DG, faire un inventaire exhaustif des immobilisations et aller vers une recapitalisation de l'entreprise pour rendre vraiment donner une bonne visibilité sur tous les intervenants qui interviennent dans le secteur, leur poids financier et tout, etc., etc. Un assainissement complet, justement. Déjà, on a des premiers chiffres, comme l'a annoncé le président du groupe Verula, qu'il y a des comptes certifiés. Tout cela va dans le même sens. Mais, comment dirais-je, le dernier élément qu'il faut rajouter à ça, c'est la réalisation de l'étude du plan directeur d'électrification qui est en train de se faire sur le financement de la Banque africaine de développement. Et les travaux sont très engagés par les choses. Et tous ces éléments vont nous permettre d'établir une certaine planification qui, parallèlement, il y a un renforcement des capacités qui est prévu au niveau du ministère de l'énergie pour concrétiser la planification des investissements, renforcé par une grande assistance technique où plusieurs bailleurs de fonds interviennent avec des grands bureaux d'études et tout. Maintenant, nous avons, disons, une structure, nous avons une vision du secteur qui nous permet
d'avoir une bonne visibilité de toutes ces grandes réformes qui sont engagées. Bon, je sais que notre temps est terminé pour ce panel et il y a pas mal des autres échanges, mais je sais que dans son rôle avec toute son autonomie et le garant de la qualité du secteur, je sais que M. Yula, vous auriez quelque chose à dire en tant que le rôle de votre agence pour assurer toute cette bonne structure-là qui vient d'être présentée. Merci, Dr. Ellis. Je vais rebondir juste sur un point, ça va être en 20 secondes. Tout le monde est unanime que le tarif est important, n'est-ce pas, au niveau de l'opérateur. Je voudrais simplement vous rappeler, le ministre de l'Énergie, le ministre d'État, tout le monde en a parlé, le problème est posé, mais l'État a pris déjà des dispositions. Le tarif, on ne l'invente pas. Aujourd'hui, nous avons en cours de construction le modèle physico-financier. Nous avons une étude tarifaire en cours de réalisation. Ces deux ingrédients permettront aux régulateurs de proposer au gouvernement un tarif. C'est la démarche classique à suivre et je crois que le gouvernement a pris des dispositions. Toutes ces actions sont en cours. Je pense qu'on aboutira à un résultat qui sera apprécié de tout le monde et qui permettra, n'est-ce pas, à EDG de tendre vers son équilibre financier rapidement. Bon, merci beaucoup. Bon, mesdames et messieurs, je vous invite à remercier ce panel. Ce qu'on a voulu vous présenter à travers ce panel, c'est un peu l'esprit que le marché guinéen est vraiment prêt. On voudrait vous donner un sens que l'opportunité d'investissement est propice et les conditions sont là. Normalement, il y a des défis. Les trois axes qui étaient présentés nomment un peu l'approche qui est visée pour adresser et avec des acteurs qui sont déjà en place pour assurer que l'accompagnement qui est nécessaire pour assurer qu'une transaction est conçue, étudiée, financée et réalisée sont déjà comblés ici sur place. La conversation est que commencée ici. On vous invite quand même à venir à Conakry et aller en profondeur avec les acteurs qui sont ici, ainsi qu'avec le ministère qui a déjà attribué toutes les ressources nécessaires pour assurer que le but de développer les 6000 MW qui sont déjà en vue et assurer la connexion totale par 2030 est viable et réalisable. Encore une fois, je vous remercie d'avoir patienté dans notre échange, de participer dans ce panel et ainsi aidez-moi à remercier le panel pour leur présentation. Merci. Merci beaucoup.